Décembre 1940. Et Ulm arrive sans fracas, mais avec une lenteur cruelle. Le monde semble retenir son souffle. Sur le front de l'Est, l'hiver ne tombe pas comme une surprise soudaine. Il s'impose comme une condamnation annoncée. Depuis des semaines, le sol durcit, la boue se fige, puis la terre se ferme comme une pierre. Les armées allemandes, arrêtées aux portes de Moscou, sentent que quelque chose vient de basculer. Le mouvement, l'élan, la certitude d'avancer sans cesse ont disparu. À leur place s'installe une immobilité pesante, presque irréelle, où chaque heure passée sans chaleur devient un combat en soi. Les soldats allemands n'étaient pas censés être là en décembre. L'opération Barbarossa avait été conçue comme une guerre courte, une campagne de quelques mois. Les cartes prévoyaient des flèches rapides, des encerclements décisifs, une victoire avant les neiges. Mais la réalité du front soviétique avait broyé ces certitudes. À la fin de novembre, les hommes dorment déjà dans des tranchées sommaires, creusées à la hâte dans une terre gelée qu'on ne peut plus entamer qu'à coups de hache. Les manteaux sont trop fins, les bottes inadaptées. Beaucoup portent encore des uniformes d'été, renforcés de couches improvisées, de journaux glissés sous la vareuse, de chiffons autour des pieds. La température chute brutalement. Les thermomètres descendent bien en dessous de -20 degrés. Le métal colle à la peau nue. Les armes refusent de fonctionner. L'huile gèle dans les mécanismes. Des soldats soufflent sur leurs doigts engourdis avant de tenter de charger un fusil qui ne répond plus. Le froid n'est pas seulement une sensation. Il devient un ennemi silencieux, méthodique, implacable. Les engelures apparaissent d'abord comme une gêne, puis comme une douleur vive, avant de transformer les mains et les pieds en masses insensibles. Beaucoup comprennent trop tard que leurs membres sont perdus. Dans les villages occupés, la situation n'est guère meilleure. Les civils soviétiques, déjà éprouvés par les combats, voient arriver cet hiver avec une résignation sombre. Les maisons brûlées ou réquisitionnées offrent peu d'abri. Les réserves de nourriture sont faibles, parfois inexistantes. Les soldats allemands fouillent les isbas à la recherche de pommes de terre gelées ou de restes de céréales, tandis que les habitants tentent de dissimuler ce qui peut encore nourrir leur famille. Le regard échangé entre un soldat transi et un paysan affamé est lourd de fatigue et de méfiance. Chacun lutte pour survivre, sans illusion. À l'arrière du front, les routes deviennent des lignes de souffrance. Les camions tombent en panne les uns après les autres. Les moteurs refusent de démarrer. Les carburants se figent. Les pneus éclatent sur la glace. Les chevaux, déjà épuisés par des mois de campagne, s'effondrent dans la neige, incapables de se relever. Les convois de ravitaillement prennent des jours pour parcourir quelques kilomètres. Les rations diminuent. Le pain arrive gelé, parfois impropre à la consommation. La faim s'ajoute au froid, affaiblissant les corps et les esprits. Dans les états-majors allemands, l'inquiétude devient palpable. Les rapports s'accumulent, évoquant des pertes croissantes d'usogel, des unités immobilisées, des hommes incapables de tenir leur position. Les officiers tentent de maintenir une discipline rigide, mais ils sentent que quelque chose leur échappe. Le général Guderian note la détresse de ses troupes, tandis que d'autres commandants réclament des vêtements d'hiver qui n'arrivent pas. C'est sympa. À Berlin, Hitler refuse d'admettre l'ampleur de la crise. Il parle de tenir, de ne pas reculer, convaincu que la volonté suffira à dominer le climat. De l'autre côté du front, l'armée rouge endure elle aussi des souffrances extrêmes, mais le froid n'est pas un inconnu. Les soldats soviétiques disposent de manteaux épais, de bottes de feutre, de chapkas qui protègent le visage.
Beaucoup viennent de régions où l'hiver est un compagnon de toujours. Le gel ralentit également leurs mouvements, mais il ne les paralyse pas. Dans les forêts autour de Moscou, les unités se regroupent, se réorganisent. Des renforts arrivent de Sibérie, entraînés pour combattre dans des conditions extrêmes. Leur présence change l'atmosphère. Une confiance prudente commence à naître. La nuit tombe tôt en décembre. Le crépuscule s'étire à peine avant que l'obscurité ne recouvre le front. Dans les lignes allemandes, les soldats écoutent le vent siffler à travers les arbres dénudés. Le silence s'est parfois brisé par un coup de feu isolé, ou par le craquement sinistre d'un arbre qui cède sous le poids de la glace. Certains parlent à voix basse, évoquant leur foyer, un Noël lointain, une chaleur désormais presque abstraite. D'autres se taisent, économisant leur énergie, fixant l'horizon figé. Le temps semble se contracter. Les journées se ressemblent, rythmées par la lutte contre le froid plus que par les combats. Pourtant, sous cette apparente immobilité, la guerre continue de se transformer. Les pertes allemandes augmentent sans qu'aucune grande bataille ne soit livrée. Les hommes tombent malades, meurent de froid, sont évacués dans des conditions précaires. Chaque soldat, hors de combat, affaiblit un peu plus des divisions déjà étirées à l'extrême. À Moscou, la population vit dans l'angoisse mais aussi dans une détermination farouche. La ville se prépare bête-père au pire. Des tranchées sont creusées à la périphérie, des barricades dressées, des bâtiments camouflés. Les habitants participent à l'effort de défense, malgré le froid et les bombardements sporadiques. Les sirènes retentissent parfois, rappelant que la menace n'est jamais loin. Mais l'avance allemande s'est arrêtée. Pour la première fois depuis juin, l'ennemi ne progresse plus. Décembre 1941 n'est pas seulement un mois d'hiver. Il marque un moment de suspension, un instant où la guerre semble hésiter. L'armée allemande, autrefois portée par une confiance absolue, se retrouve clouée sur place, confrontée à des limites qu'elle n'avait pas prévues. Le froid révèle les failles logistiques, les erreurs de planification, l'arrogance d'une stratégie qui croyait pouvoir ignorer la géographie et le climat. Alors que l'année touche à sa fin, un pressentiment diffuse s'installe sur le front. Quelque chose se prépare dans l'ombre des forêts enneigées. Les soldats allemands le sentent sans pouvoir le nommer. Les soldats soviétiques, eux, attendent, rassemblant leurs forces. Le monde s'est figé, oui, mais ce gel n'est qu'un prélude. Sous la neige immobile, la guerre se prépare à reprendre, plus brutale encore. Et le prochain mouvement pourrait bien décider du sort de l'hiver, et peut-être de bien plus que cela. L'aube se lève tard en décembre 1941, presque à contre-cœur sur les forêts enneigées à l'ouest de Moscou. La lumière est pâle, glacée, comme si même le soleil hésitait à s'imposer. Dans les lignes allemandes, les hommes comprennent rapidement que quelque chose a changé. Les tirs d'artillerie, d'abord sporadiques, gagnent en intensité. Des silhouettes surgissent de la brume blanche, avançant avec une détermination nouvelle. Ce n'est plus une défense désespérée. C'est une attaque. Le 5 décembre 1941, l'armée rouge lance sa contre-offensive autour de Moscou. Pour les soldats soviétiques, c'est un moment attendu, préparé dans le silence et le froid. Depuis des semaines, les unités se sont renforcées, rééquipées, réorganisées. Les divisions venues de Sibérie, libérées par la certitude que le Japon n'attaquera pas à l'Est, entrent en ligne. Leurs manteaux blancs se confondent avec la neige. Leurs visages sont fermes, concentrés. Ils avancent dans un froid extrême, mais ce froid est leur allié autant que leur épreuve.
Les forces allemandes, déjà épuisées, sont prises de court. Beaucoup d'unités sont dispersées, figées dans des positions improvisées. Les ordres de tenir à tout prix, venus de Berlin, se heurtent à une réalité brutale. Les hommes manquent de munitions, de carburant, parfois même de force pour se lever et combattre. Les contre-attaques soviétiques frappent là où les lignes sont les plus fragiles, exploitant chaque faiblesse, chaque retard logistique. Dans les combats autour de Klein, d'Istra et de Kalouga, l'initiative change de camp. Les Allemands reculent, souvent à pied dans la neige profonde. Les véhicules abandonnés jalonnent les routes gelées, silhouettes sombres figées dans le blanc. Des officiers tentent de rallier leurs troupes, criant des ordres que le vent emporte. La cohésion, si essentielle à la Blitzkrieg, se désagrège lentement. Chaque unité lutte pour sa propre survie. À Moscou, la nouvelle de la contre-offensive se répand avec prudence. Les habitants ressentent un mélange d'espoir et de crainte. La ville qui se préparait à un siège ou à une occupation découvre que l'ennemi est en train de reculer. Les usines, en partie évacuées vers l'est, continuent de fonctionner dans des conditions extrêmes. Les tramways roulent encore, malgré le froid. La vie ne s'arrête pas, mais elle se déroule sous une tension constante, chaque jour gagné semblant être une victoire fragile. Sur le terrain, la supériorité tactique allemande, autrefois évidente, ne suffit plus. Les soldats soviétiques attaquent par vagues, utilisant le terrain, la neige, les forêts. Les skieurs militaires glissent silencieusement entre les arbres, frappant les flancs des positions ennemies. Les combats sont rapprochés, confus, souvent brutaux. Les cris se mêlent au fracas des armes, étouffés par le manteau blanc qui recouvre tout. Les commandants allemands comprennent progressivement que Moscou ne tombera pas. Les pertes s'accumulent, non seulement au combat, mais aussi à cause du froid et de l'épuisement. Les tentatives de stabiliser le front échouent les unes après les autres. Les divisions sont trop affaiblies, trop étirées. Les lignes de communication sont menacées par les attaques soviétiques et par l'état des routes. Chaque repli, même limité, devient une épreuve dangereuse. À la fin de décembre, le recul allemand est indéniable. Certaines unités sont repoussées de dizaines de kilomètres. Pour la première fois depuis le début de la guerre à l'Est, l'armée allemande subit une défaite stratégique majeure. Ce n'est pas un effondrement total, mais c'est une rupture psychologique profonde. L'idée d'une victoire rapide, d'une Union soviétique prête à s'écrouler, se dissout dans la neige et le sang. À Berlin, la réaction est tendue, presque irréelle. Hitler refuse toujours toute retraite générale, ordonnant de tenir chaque position. Des généraux sont relevés de leurs fonctions pour avoir suggéré des replis plus importants. Le commandement se rigidifie, les décisions se centralisent davantage. Cette obstination permet parfois d'éviter des débâcles immédiates, mais elle enferme aussi l'armée dans des positions intenables, au prix de lourdes pertes humaines. Janvier 1942 prolonge l'épreuve. Le froid devient encore plus intense. Les températures plongent parfois en dessous de -30 degrés. Les combats continuent acharnés, malgré des conditions qui semblent nier toute logique humaine. Les soldats soviétiques avancent lentement, conscients de leurs propres limites. Leur offensive n'est pas une marche triomphale, mais une série de poussées coûteuses, menées au prix de pertes considérables. Pourtant, chaque kilomètre repris est une affirmation claire que l'ennemi peut être repoussé. Dans les villages libérés, les traces de la guerre sont partout. Mais pour les civils, voir les soldats allemands partir est un soulagement immense. La peur ne disparaît pas, la misère non plus, mais l'idée que Moscou a survécu redonne une force morale essentielle.
La propagande soviétique exploite cette victoire défensive, transformant la résistance de l'hiver en symbole national. Pour les soldats allemands, janvier marque un tournant silencieux. Beaucoup comprennent que la guerre à l'Est ne sera ni courte ni simple. Les lettres envoyées à l'arrière, quand elles peuvent partir, sont plus sombres, plus hésitantes. L'hiver a détruit bien plus que des divisions. Il a brisé une certitude fondamentale. Lorsque les combats s'apaisent temporairement, le front se stabilise à une distance plus éloignée de Moscou. La capitale est sauvée. Mais ce répit est trompeur. Les deux camps sont épuisés, saignés, figés dans une guerre d'usure qui commence à peine. L'hiver 1940 et 1 à 1942 n'a pas seulement arrêté l'avance allemande. Il a ouvert une nouvelle phase du conflit, plus longue, plus impitoyable, où chaque victoire coûtera cher. Alors que janvier s'achève, la neige continue de tomber, recouvrant les traces des combats récents. Sous ce silence blanc, une vérité s'impose lentement aux esprits lucides. Moscou ne tombera pas, et avec cette certitude naît une autre question, plus lourde encore. Si l'Allemagne peut être arrêtée ici, jusqu'où la guerre devra-t-elle aller avant de trouver sa fin? L'hiver ne distingue ni les uniformes, ni les drapeaux. En janvier 1942, le froid s'installe comme une présence constante, écrasant tout ce qui vit sur le front de l'Est. Les combats autour de Moscou ont reculé, mais la souffrance, elle, s'étend désormais sur des centaines de kilomètres. La guerre ne se résume plus à des offensives et des replis. Elle devient une lutte quotidienne pour manger, se réchauffer, rester en vie jusqu'au lendemain. Pour les soldats allemands, la survie est un défi permanent. Les lignes de ravitaillement restent fragiles, parfois coupées pendant des jours. Les rations officielles ne suffisent plus. Beaucoup complètent leur nourriture en fouillant les villages, cherchant des restes gelés, du bétail oublié, parfois simplement une poignée de grains. Les estomacs vides rendent les hommes plus lents, plus irritables, moins capables de résister au froid. La faim s'ajoute à l'épuisement accumulé depuis l'été précédent, transformant chaque tâche en épreuve. Dans les tranchées, le gel est omniprésent. Le sol est si dur qu'il est presque impossible d'approfondir les abris. Les hommes dorment entassés, cherchant à conserver un peu de chaleur corporelle. La nuit, le froid pénètre jusque dans les os. Certains soldats se réveillent incapables de bouger leurs doigts ou leurs orteils. Les engelures deviennent aussi une monnaie courante. Les amputations, souvent pratiquées sans conditions médicales adéquates, laissent des séquelles physiques et mentales profondes. Les soldats soviétiques ne sont pas épargnés. Malgré un équipement hivernal plus adapté, ils souffrent eux aussi du manque de nourriture, de soins, de repos. Les offensives de décembre et janvier ont coûté cher en vie. Beaucoup d'unités sont réduites à une fraction de leur effectif initial. Les pertes sont remplacées rapidement, parfois sans formation suffisante. Des jeunes hommes arrivent au front avec une arme, quelques consignes et une peur difficile à dissimuler. La guerre se rapproche des civils d'une manière nouvelle. Les villages des situés entre les lignes changent de main, parfois plusieurs fois en quelques semaines. Les habitants sont pris au piège. Ils n'ont souvent ni le temps, ni les moyens de fuir. Les maisons sont détruites, les granges incendiées, les réserves confisquées ou perdues. La faim frappe les campagnes avec une violence croissante. Les enfants, les personnes âgées, les malades sont les premières victimes de cet hiver impitoyable. Dans certaines régions, les civils survivent grâce à des rations dérisoires, complétées par des soupes improvisées à partir de racines, d'écorces, de tout ce qui peut être mâché. Le froid empêche parfois même d'enterrer les morts.
Les corps sont conservés dans la neige, en attente d'un dégel qui semble ne jamais devoir arriver. Cette proximité constante avec la mort transforme profondément les communautés, laissant des cicatrices durables bien après le passage des armées. La discipline militaire, déjà mise à rude épreuve, se transforme. Chez les Allemands, les ordres restent stricts, mais leur application devient inégale. Certains officiers ferment les yeux sur des actes de pillage, conscients que leurs hommes n'ont pas d'autre moyen de survivre. D'autres tendent de maintenir une rigidité absolue, ce qui provoque des tensions, parfois des effondrements moraux. La guerre, autrefois rapide et structurée, se décompose en une multitude de situations désespérées. Du côté soviétique, la pression est tout aussi intense. Les désertions existent, bien que sévèrement punies. La peur de l'ennemi se double de celle de la répression. Pourtant, une forme de solidarité naît aussi dans cette adversité extrême. Les soldats partagent leur pain noir, se relaient pour se réchauffer près des rares poêles. Les civils, quand ils le peuvent, s'en offrent un abri, un bol de soupe, un moment de chaleur humaine. Ces gestes simples deviennent essentiels pour préserver un semblant d'humanité. La guerre change de visage. Elle n'est plus seulement une confrontation de forces armées, mais une catastrophe sociale et humaine. Les lignes de front sont floues, mouvantes. Les partisans opèrent derrière les lignes allemandes, sabotant les voies ferrées, attaquant les convois isolés. En réponse, les représailles sont sévères. Frappant souvent des villages entiers, le cycle de violence s'intensifie, alimenté par la peur et la faim. Les témoignages de cette période décrivent une fatigue morale profonde. Les soldats parlent moins de victoire, plus de survie. Les civils cessent d'espérer un retour rapide à la normale. Les hivers semblent suspendre le temps, enfermant chacun dans un présent brutal, sans horizon clair. Même les officiers les plus endurcis peinent à imaginer une issue rapide à ce conflit qui s'enlise. Pourtant, au milieu de cette détresse, une adaptation silencieuse s'opère. Les armées apprennent à vivre avec le froid, à improviser, à tenir malgré tout. Les Soviétiques tirent parti de leur expérience, consolidant leur position, renforçant leur logistique autant que possible. Les Allemands, eux, tentent de stabiliser leurs lignes, conscients que la survie de leurs unités dépend désormais de leur capacité à endurer, non à conquérir. À mesure que février approche, la guerre d'hiver révèle son véritable coût. Les pertes humaines ne se comptent pas seulement en soldats tués ou blessés, mais en civils brisés, en villages détruits, en générations marquées. L'hiver 1940 et à 1942 transforme profondément le conflit à l'Est. Il impose une réalité nouvelle, où la puissance militaire seule ne suffit plus, et où la résistance humaine devient la dernière ligne de défense. Dans ce paysage gelé, une certitude commence à s'imposer, lentement mais inexorablement. La guerre ne se gagnera plus par des avancées fulgurantes. Elle sera longue, brutale, et elle exigera de chaque camp un sacrifice que peu avaient imaginé. Le froid et la faim ont redessiné le visage du conflit, préparant le terrain pour une lutte dont l'issue reste encore incertaine, mais dont le prix humain est déjà effroyable. Février 1942 s'installe sur le front de l'Est sans apporter de soulagement. Le froid reste mordant, la neige omniprésente. Et pourtant, quelque chose a changé de manière irréversible. Les lignes allemandes tiennent encore, mais l'élan qui les portait depuis l'été précédent a disparu. Ce n'est plus une armée en marche vers la victoire. C'est une force figée, sur la défensive, confrontée à une réalité qu'aucune propagande ne peut désormais masquer. Autour de Moscou, le front s'est stabilisé après les violents combats de décembre et janvier.
Les unités allemandes ont réussi à éviter l'anéantissement, souvent au prix de sacrifices terribles. Des régiments entiers ont été réduits à l'état de squelette opérationnel. Les hommes encore en ligne portent sur leur visage les marques de l'hiver, des joues creusées, des regards épuisés, une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment. La survie est devenue une habitude, presque une routine, mais l'espoir d'une victoire rapide s'est éteint. Le mythe de l'invincibilité allemande, forgé en Pologne, en France et au début de l'invasion de l'Union soviétique, se fissure ouvertement. Pour la première fois, l'armée du Reich a été stoppée net, repoussée sur une large portion du front, incapable d'imposer sa volonté stratégique. Les soldats le savent, même si les mots manquent pour le formuler. Ils ont vu leurs unités battre en retraite, leurs chefs improviser, leurs plans échouer face à un ennemi qui, contre toute attente, a tenu et contre-attaqué. À Berlin, le choc est profond. Officiellement, la situation est présentée comme maîtrisée. Les communiqués parlent de fronts stabilisés, de combats défensifs nécessaires. Mais, en coulisses, les tensions sont vives. Hitler, convaincu que la faiblesse réside dans le manque de volonté, renforce encore son contrôle sur le commandement militaire. Il limoge plusieurs généraux, centralise les décisions, impose une doctrine de résistance absolue. Cette rigidité empêche parfois des désastres immédiats, mais elle fige aussi l'armée dans une posture dangereuse, où chaque erreur coûte cher. Sur le terrain, février est un mois de consolidation forcée. Les combats continuent, mais ils sont moins spectaculaires que lors de la contre-offensive initiale. Les Soviétiques, eux aussi épuisés, manquent de moyens pour transformer leur succès défensif en victoire décisive. Leurs offensives locales se heurtent certains à des positions allemandes encore solides, soutenues par une artillerie efficace et des soldats aguerris, même affaiblis. La guerre devient une succession d'attaques limitées, de gains modestes, de pertes lourdes. Pour l'armée rouge, l'hiver 1940 et 1 à 1942 marque néanmoins un tournant moral fondamental. La survie de Moscou et le recul allemand prouvent que l'ennemi peut être vaincu. Cette certitude, chèrement acquise, alimente une nouvelle confiance. Les officiers apprennent de leurs erreurs, adaptent leurs tactiques, améliorent la coordination entre les unités. Les soldats, malgré les pertes, se battent avec la conviction que leurs sacrifices ne sont pas vains. Du côté allemand, la transformation est plus sombre. Les unités se battent avec acharnement, mais sans l'assurance d'autrefois. La peur d'un encerclement, d'un effondrement soudain, hante les esprits. Les lignes sont trop longues, les réserves insuffisantes, la logistique toujours fragile. Chaque offensive soviétique, même limitée, est perçue comme une menace potentielle pour l'ensemble du dispositif. Les civils, eux, continuent de payer un prix terrible. Les zones de combat restent marquées par la destruction, la pénurie, la peur. L'hiver prolonge leur calvaire. Les villes et les villages proches du front vivent dans une attente anxieuse, sans savoir quelle armée passera demain, ni ce qu'il restera après son départ. La guerre totale, déjà amorcée, s'enracine durablement dans le quotidien des populations. Février 1942 révèle aussi les limites structurelles de l'effort de guerre allemand. L'économie, bien que puissante, n'était pas entièrement mobilisée pour un conflit aussi long et exigeant. Les pertes en hommes et en matériel sur le front de l'Est sont difficiles à compenser. Chaque division affaiblie est une alerte silencieuse. L'idée que l'Union soviétique s'effondrerait rapidement apparaît désormais comme une illusion dangereuse. À mesure que l'hiver approche de sa fin, une vérité s'impose aux observateurs lucides.
Le front de l'Est ne sera pas décidé par une seule campagne, ni par un coup décisif. Il est devenu le cœur d'une guerre d'usure, où la capacité à produire, à remplacer, à endurer pèsera autant que le talent militaire. L'Allemagne, engagée dans ce combat titanesque, a franchi un seuil dont il est impossible de revenir en arrière. Ce point de non-retour n'est pas marqué par une date précise ou une bataille unique. Il se dessine lentement, à travers les mois d'hiver, dans les rapports alarmants, les pertes accumulées, les espoirs brisés. Février 1942 en est l'aboutissement symbolique. Le mythe de l'invincibilité allemande est brisé, non par un effondrement spectaculaire, mais par une série d'épreuves qui ont exposé ses limites fondamentales. Lorsque les premières promesses du dégel apparaissent à l'horizon, elles n'apportent pas de réconfort immédiat. La neige fondra, les routes redeviendront praticables, mais la guerre qui se profile n'aura plus rien de celle de 1941. Les certitudes ont disparu, remplacées par une lucidité brutale. Vers 1941 à 1942 a transformé le conflit à l'Est en une lutte longue et impitoyable, où chaque victoire sera disputée, chaque erreur fatale. Ainsi s'achève cet hiver décisif. Il n'a pas décidé seul de l'issue de la guerre, mais il en a fixé le cadre. À partir de ce moment, l'Allemagne ne combat plus pour conquérir rapidement, mais pour survivre à une guerre qu'elle ne peut plus gagner comme elle l'avait imaginé. Le point de non-retour est franchi, enfoui sous la neige et le silence, mais inscrit durablement dans l'histoire.